Comprendre les territoires de proximité. L'essentiel du cours. Il s'agit de se demander, d'une part, quels sont les objectifs, les formes et les acteurs de l'aménagement des territoires, d'autre part, quel rôle y jouent les régions. En France, quels sont les objectifs de l'aménagement des territoires? On peut en distinguer trois. En premier lieu, améliorer le développement économique des territoires. Cela peut passer par le soutien à des projets de recherche-développement, comme les pôles de compétitivité. Le soutien peut également être assuré par l'amélioration et l'accessibilité de la couverture numérique. Deuxième objectif, développer la cohésion sociale, en réduisant les écarts. Il s'agit notamment d'aide à la formation initiale ou continue pour améliorer la qualification de la population, d'équipements et de financements spécifiques pour les zones en difficulté. Parmi ces zones figurent les quartiers en crise qui bénéficient souvent du statut de zone urbaine sensible ou encore les espaces de la diagonale des faibles densités qui s'étend des Ardennes aux Pyrénées centrales. Troisième objectif, enfin, protéger l'environnement. Le but est de concevoir des aménagements qui suscitent un développement économique et social tout en préservant les ressources. Retenez que l'aménagement des territoires est multiforme. Il est pensé à différentes échelles. Il concerne aussi bien les territoires de la vie quotidienne, ronds-points, construction d'une école élémentaire, etc., que des infrastructures et équipements dont l'influence est nationale, zones industrielles ou portuaires, lignes TGV, etc. Il concerne par ailleurs tous les types de territoires, qu'ils soient urbains ou ruraux, et tous les types d'activités, qu'il s'agisse du logement, de la production, des loisirs ou de la formation. Venons-en aux acteurs de l'aménagement du territoire. Ils sont de plus en plus nombreux. D'abord, l'État. En France, l'État a lancé une politique volontariste d'aménagement du territoire en 1963. Avec les lois de décentralisation de 1982-83 et de 2004, il a délégué une large partie de ses compétences aux collectivités territoriales que sont les communes, les départements et les régions. L'Union européenne, de son côté, participe au financement de l'aménagement des territoires par les politiques sectorielles, comme la politique agricole commune, ou par l'aide à l'équipement. Enfin, l'aménagement du territoire n'est pas réalisé que par les acteurs institutionnels. La population et les entreprises y participent aussi en choisissant leur lieu de vie, par exemple. L'aménagement du territoire ne signifie pas toujours de grandes réalisations. Les régions, au sens administratif, sont un acteur important de l'aménagement du territoire. En France, elles ont en charge la formation professionnelle et la construction des lycées. Elles peuvent verser des subventions, elles sont responsables du transport régional. Elles élaborent des programmes d'aménagement régional qui fournissent les orientations principales de mise en valeur. Elles s'associent à l'État par le biais des contrats de plan État-région, à l'Union européenne et aux autres collectivités territoriales pour les mettre en œuvre. Leurs finances sont issues de l'impôt, des dotations de l'État et de l'emprunt. Au sein de l'Union européenne, selon les pays, les régions ont des pouvoirs plus ou moins importants. Dans les pays fédéraux comme l'Allemagne ou la Belgique, les régions ont des pouvoirs beaucoup plus importants qu'en France. Les compétences de l'État fédéral concernent les questions dites régaliennes, comme la monnaie ou la politique extérieure. Pour le reste, les régions sont autonomes et se distinguent fortement les unes des autres en ce qui concerne notamment la gestion de leur territoire. En Espagne, qui est un État central divisé en 17 communautés autonomes, le degré d'autonomie par rapport à l'État central est variable. La Catalogne est une des communautés où l'autonomie est la plus forte. Dans cette région puissante, la population élit son parlement, lequel choisit le gouvernement et le président de la communauté autonome de Catalogne. Récapitulons. L'aménagement des territoires concerne tous les aspects de la vie quotidienne.
À ce titre, tous les territoires sont touchés. Les acteurs qui le mettent en œuvre sont multiples, mais ils ont des poids différents selon les pays, comme en témoigne l'exemple des régions. Valoriser et ménager les milieux. L'essentiel du cours. Quand on parle de milieux, on pense qu'il s'agit d'espaces naturels. En réalité, tous les milieux sont transformés avec divers objectifs. Mettre en valeur, se protéger des risques, éviter les dégradations. Sur ce thème, il y a 3 idées clés à retenir. Première idée, valoriser les milieux, c'est en exploiter les ressources. En France, la diversité des milieux est un réel atout économique. Sites touristiques, terroirs agricoles, forêts, on parle alors de ressources, puisque ces milieux constituent une richesse exploitée. La France est ainsi le pays qui accueille le plus de touristes au monde. Sur le plan énergétique, le pays a des ressources limitées en énergie fossile, mais pourrait tirer profit du passage aux énergies renouvelables en développant les champs d'éoliennes, les panneaux solaires. Les grands barrages hydroélectriques fournissent déjà 8% de l'électricité produite en France. Dans tous les cas, la mise en valeur des ressources suppose des aménagements. Par exemple, l'édification de barrages ou la construction de routes pour permettre d'accéder à un site touristique. Deuxième idée clé, valoriser les milieux suppose de prendre en compte les risques. Vous connaissez probablement les principaux risques naturels. Ils peuvent être climatiques, citons les tempêtes de 1999, la sécheresse de 2003, sismiques ou volcaniques. Mais les sociétés aggravent le plus souvent les aléas naturels. Ainsi, dans 90% des cas, les départs de feu ont une origine humaine. D'autres risques sont complètement créés par l'homme. Ce sont les risques technologiques, dont l'activité industrielle est la principale cause. Ce fut malheureusement le cas à Toulouse en 2001 avec l'explosion de l'usine AZF. La France a développé une gestion des risques assez efficace. Cela va de la prévision, par exemple la surveillance météo, à la gestion des secours, en passant par la prévention. L'outil le plus important à connaître est le plan de prévention des risques. Il délimite des zones non constructibles ou des restrictions selon la dangerosité des zones. On en arrive à la 3e idée. Il importe de ménager les milieux en les protégeant des activités humaines. Vous le savez, de nombreuses activités nuisent à l'environnement. La circulation automobile crée une pollution industrielle. L'urbanisation modifie les écosystèmes. Une des solutions est donc de créer des espaces protégés. Ce sont les parcs naturels et les réserves. Pour les parcs naturels, il faut distinguer les parcs nationaux des parcs régionaux. Dans les premiers, une zone est complètement interdite aux activités humaines. Dans les parcs régionaux, il s'agit plutôt de mettre en valeur la nature tout en maintenant les populations. Au-delà de ces zones protégées, de nombreuses initiatives permettent de favoriser un développement durable. On peut citer l'agriculture biologique qui est en pleine croissance. Pour éviter les pollutions et garantir la qualité, cette agriculture respecte une réglementation spécifique qui interdit en particulier les engrais et les pesticides. Autre exemple, la diminution des émissions de CO2 de l'industrie, notamment grâce à la législation européenne et aux progrès techniques. Et puis, il y a les plans d'action appelés Agenda 21 locaux. La ville d'Angers a ainsi mis en place 400 actions réalisées ou en cours dans les domaines de l'habitat, des transports, du recyclage des déchets. Autre succès, les écoquartiers qui naissent dans toutes les villes de France. On cherche à y minimiser les impacts sur l'environnement et à favoriser la mixité sociale. Concluons. Il n'y a plus réellement de milieux naturels en France, puisqu'ils sont en grande partie exploités et source de richesse.
Pour autant, il ne faut pas minimiser les risques et les dégradations environnementales. Valoriser les milieux, c'est donc aussi les ménager de manière à ce qu'ils restent une richesse sur le long terme. La France en ville. L'essentiel du cours. Vous le savez déjà, les villes concentrent l'essentiel de la population et de l'activité économique de la France. Quelles sont leurs caractéristiques et quelle influence ont-elles sur le territoire français? Commençons par citer un chiffre assez marquant. Désormais, 82% de la population de la France sont des urbains. Et la population urbaine française continue à croître, mais cette croissance est surtout forte dans les espaces périurbains. Les villes-centres attirent également à nouveau de la population. Notez que les espaces urbains s'étendent aux dépens souvent des terres agricoles. Cette extension est liée à l'amélioration de la mobilité individuelle et à la hausse du niveau de vie. On commence cependant à assister à une densification des espaces périurbains comme si cette extension avait des limites. Retenez cette seconde idée. Cette croissance urbaine va de pair avec un phénomène de métropolisation. Il s'agit d'un processus de concentration de la population et des activités économiques supérieures dans les agglomérations principales. Ce processus est lié à la tertiarisation de l'économie et de la société, ainsi qu'à la mondialisation. Comment caractériser les métropoles françaises? En premier lieu, par leur fonction de commandement politique et économique. Les 41 métropoles françaises qui ont plus de 200 000 habitants regroupent ainsi 70% de la population et 85% des emplois de cadres des fonctions métropolitaines. Les métropoles sont par ailleurs les nœuds des principaux réseaux de transport. Elles dominent le réseau urbain national. Face à leur essor, les villes moyennes qui comptent entre 20 000 et 200 000 habitants attirent moins, tant les hommes que les activités économiques. La concentration des activités dans les métropoles se traduit par la multiplication des centres en leur sein. Paris Intramuros offre ainsi 2 centres des affaires. Opéra Bourse Champs-Élysées d'une part et Bercy Gare de Lyon d'autre part. Un centre culturel et universitaire, le quartier latin, un centre politique avec l'Élysée, Matignon, l'Assemblée nationale et le Sénat. Des populations au profil très différent, qu'il s'agisse de leurs origines ou de leur niveau de vie, vivent désormais dans les métropoles. Des populations qui se côtoient de moins en moins. On parle de fragmentation socio-économique et de dissociation. Cette évolution pose des problèmes, surtout lorsqu'on se soucie du développement durable. Les politiques urbaines et l'aménagement des villes visent à répondre à ces contraintes. À l'échelle nationale, les politiques d'aménagement cherchent à développer les métropoles de province sans pour autant affaiblir Paris. À l'échelle locale, la loi Solidarité et Renouvellement urbain modifie les documents d'urbanisme et l'aménagement des villes pour les placer dans une perspective de développement durable. La politique de la ville vise à réduire la fracture socio-économique au sein des agglomérations en concentrant les actions sur les quartiers en difficulté. Dernière idée importante. L'essor des villes est, paradoxalement, à l'origine du renouveau d'une partie des espaces ruraux. Les espaces ruraux proches des villes attirent en effet à la fois de nouveaux résidents et des citadins qui les fréquentent pour leurs loisirs et leurs vacances. Cela permet un renouveau. Les espaces ruraux sont aussi des espaces de production agricole et industrielle qui évoluent afin de répondre à la concurrence croissante. Cela passe notamment par la recherche de la labellisation dans l'agriculture et la mise en place de pôles d'excellence rurale.
Cependant, les espaces les plus éloignés des villes et qui ne bénéficient pas d'une image de marque particulière sont en crise à la fois démographique et économique. Ils sont marqués par un vieillissement prononcé de la population, une faible activité économique et un déclin généralisé. On les trouve pour la plupart dans la diagonale des faibles densités dite diagonale du vide qui s'étend des Ardennes aux Pyrénées centrales. Terminons. Les villes jouent un rôle essentiel dans l'organisation et le fonctionnement du territoire français, de manière directe et indirecte. Soumises à d'importants changements, elles sont l'objet de nombreuses politiques et actions d'aménagement. Mobilité, flux et réseau de communication. L'essentiel du cours. Le constat est clair, on n'a jamais autant bougé en France et hors de France. À l'heure de la mondialisation, les moyens de communication semblent offrir à tous les Français, partout, une connexion au réseau mondial. Est-ce bien le cas ? Commençons par faire le point sur la question des mobilités. À l'échelle internationale, en premier lieu, la France demeure la 4e destination migratoire mondiale. Les immigrants, autrefois surtout européens, sont à présent davantage originaires du Maghreb, d'Afrique noire, mais aussi d'Asie. Inversement, 2 millions de Français vivent à l'étranger, la moitié en Europe, 20% en Amérique. Et puis, il y a les touristes qui visitent la France. 86% sont européens, les Français, eux, partent peu à l'étranger. Et quand ils le font, c'est surtout en Europe, en Espagne et en Italie en particulier. À l'échelle nationale, environ 12% des Français changent de résidence chaque année, pour des raisons familiales ou professionnelles, souvent à petite distance. Ces mobilités recomposent le territoire. Ce sont les régions ensoleillées et littorales qui en profitent, mais aussi à présent les départements ruraux proches des grandes agglomérations. Les mobilités se font également sentir à l'échelle quotidienne. La distance domicile-travail continue de croître. Mais les déplacements liés aux activités d'achat ou de loisirs représentent aujourd'hui 75% des mobilités quotidiennes. L'été, des mobilités massives concernent la France du sud et de l'ouest, ainsi que les grandes agglomérations, en premier lieu Paris. Ces mobilités aux différentes échelles s'appuient sur des réseaux de transport et de communication. Comment caractériser les réseaux de transport français ? Ils témoignent de la traditionnelle centralité parisienne. Ainsi, toutes les lignes à grande vitesse ou LGV passent par Paris ou Roissy. Cela renforce la prééminence des aéroports parisiens. Cependant, le réseau en étoile sur Paris appartient au passé. Les autoroutes, par exemple, assurent une remarquable couverture territoriale. Par ailleurs, la France s'intègre de plus en plus aux grands réseaux européens, tunnels sous la Manche, LGV Thalys et Eurostar. Notez cependant ce point important. Les points d'entrée et de sortie des réseaux à grande vitesse sont plus rares que ceux des réseaux traditionnels. L'espace français devient donc discontinu avec des effets tunnels qui isolent les espaces traversés mais non desservis. Ces espaces étant estimés à 20% du territoire, sur lesquels vivent 8% de la population. Concernant les réseaux de communication, ce sont eux qui ont connu sans doute le plus fort développement depuis 30 ans grâce aux TIC, technologies de l'information et de la communication. En 2010, déjà, 1 Français sur 2 achetait sur Internet. Les TIC comportent également des effets métropolisants. Les réseaux à très haut débit sont encore concentrés dans les grandes métropoles, principalement à Paris. Concluons. À toutes les échelles, les mobilités sont sans cesse plus nombreuses et diverses, générant des effets majeurs sur le territoire et les réseaux de transport.
Il faut noter cependant que ces réseaux à haute performance, ainsi que les TIC, ont tendance à renforcer la métropolisation du territoire. La connexion du territoire français n'est pas uniforme. L'Europe entre unité et diversité. L'essentiel du cours. À l'heure où l'Union européenne traverse une crise identitaire majeure, comment peut-on définir l'Europe? Qu'est-ce qu'être européen? Intéressons-nous d'abord au continent. Ses limites maritimes sont assez claires. Océan glacial arctique au nord, océan Atlantique à l'ouest, Méditerranée au sud, malgré des liens migratoires forts entre les rives nord et sud. Quant aux limites continentales, elles sont plus politiques que physiques. L'Oural n'est pas une barrière. Sur ce continent, en dépit d'une évidente diversité de peuples et de milieux, des courants culturels se sont affirmés, construisant peu à peu l'unité de la civilisation européenne. Une unité artistique avec l'expansion dès le Moyen Âge de l'art roman, de l'art gothique, puis de l'art de la Renaissance. Une unité idéologique fondée sur les héritages grecs, romains, chrétiens et qui transparaît dans ces deux courants de pensée européens que sont l'humanisme et les Lumières. Sur le plan politique, en revanche, l'Europe est le continent qui présente le plus fort morcellement. On y compte 51 États très divers par leur superficie, leur système politique, leur organisation. Les 200 langues et dialectes, ainsi que la coexistence de pratiquement toutes les religions, contribuent à cet aspect de mosaïque. Que dire maintenant de la population européenne? Retenez d'abord ces deux chiffres. La population de l'Europe totalise environ 740 millions d'habitants, soit 7% de la population mondiale. Cette population vit essentiellement dans des villes. Le taux d'urbanisation est de 70%, avec un réseau urbain très dense. 4 agglomérations, Paris, Londres, Moscou et Istanbul, comptent autour de 10 millions d'habitants. De l'Angleterre à l'Italie du Nord, la mégalopole centre-européenne est l'espace le plus densément peuplé de tout le continent. Notez ce fait important. La population européenne ne progresse plus aujourd'hui que très lentement. Les perspectives sont même celles d'un déclin démographique. Cette baisse démographique est à mettre en relation avec un indice de fécondité très bas. Le vieillissement de la population est inéluctable. Les plus de 65 ans représentent déjà autant que les moins de 15 ans. Le développement des migrations, seule solution envisageable, est pourtant mal accepté. Dans l'esprit collectif, l'Europe signifie de plus en plus Union européenne. Comment s'est-elle construite? Rappelons d'abord quelques dates clés. 25 mars 1957, signature du traité de Rome, qui crée la Communauté économique européenne, CEE, et le marché commun, avec 7 pays membres. De 1973 à 1995, élargissement au reste de l'Europe occidentale. Entre 2004 et 2007, intégration de la plupart des pays d'Europe orientale. L'Union européenne compte aujourd'hui 27 membres. Les réalisations sont nombreuses. Sur le plan institutionnel, la création du Conseil européen en 1974, l'élection du Parlement au suffrage universel direct en 1979, la signature du traité de Maastricht en 1992 qui crée une citoyenneté européenne et donne naissance à l'Union européenne. En 1995, le traité de Schengen autorise la totale liberté de circulation des personnes. En 2002, est lancée une monnaie commune, l'euro. L'avenir de l'Union européenne passe à présent par un approfondissement des compétences des instances européennes et la poursuite des élargissements. Nombreux sont les candidats. La Turquie depuis 1987, les États de l'ex-Yougoslavie, l'Islande prévu pour 2012.
l'UE joue aujourd'hui un rôle considérable, notamment en ce qui concerne le développement régional. Il est vrai qu'une dissymétrie fondamentale apparaît entre l'Europe du Sud et surtout de l'Est, qui sont en dessous de la moyenne, et l'Europe de l'Ouest et du Nord. Les politiques régionales de l'UE tentent de corriger ces disparités. Avec l'entrée de nouveaux États globalement plus pauvres, sont lancés les programmes d'aide aux régions en retard de développement. Cependant, les résultats sont pour le moment peu satisfaisants. Les inégalités régionales ne reculent que très lentement. Les programmes transfrontaliers, en revanche, sont une réussite incontestable. Il faut savoir que les régions frontalières comptent pour 15% du territoire et 10% de la population de l'Union. Longtemps symbole de fermeture, les frontières intérieures de l'UE ont changé de signification avec la mise en place, à partir de 1990, des programmes Interreg, dont l'objectif est de promouvoir le développement économique, la recherche, la culture ou encore le tourisme transfrontalier. Parmi les réussites manifestes figure l'Eurorégion Saar-Lor-Lux, symbole de la réconciliation franco-allemande et de la construction européenne. Au total, l'Europe est le résultat d'une construction historique qui prône l'unité dans la diversité. La construction européenne actuelle ne fait que continuer cette tendance pluriséculaire en la rendant plus apparente et parfois contraignante. Les territoires ultramarins de l'Union européenne. L'essentiel du cours. Deux questions au menu de ce podcast. Quels sont les problèmes spécifiques des territoires ultramarins de l'Union européenne? Quelles réponses celle-ci tente-t-elle d'y apporter? L'Union européenne compte 34 territoires ultramarins. 8 ont le statut de région ultrapériphérique, ou RUP. Ils font partie intégrante de l'Union européenne. 21 sont classés parmi les pays et territoires d'outre-mer, ou PTOM. Ils sont liés à un État membre de l'UE, mais ne sont pas membres de l'UE à part entière. 4 territoires ont un statut spécifique, c'est le cas de Jersey. Parmi les RUP, on trouve les 5 départements d'outre-mer français, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion et Mayotte, les Canaries, Madère et les Açores. Héritage des empires coloniaux européens, ces territoires ultramarins sont presque tous insulaires, à l'exception de la Guyane. Leur biodiversité est grande, les aléas naturels, cyclones, tsunamis, volcanisme, séismes, y sont fréquents. On y dénombre un peu plus de 6 millions d'habitants. L'exiguïté insulaire entraîne souvent de fortes densités, mais d'autres territoires sont quasiment vides. La population est en général croissante et compte presque toujours une forte proportion de jeunes. Dans ces régions, l'insularité pose des problèmes spécifiques et liés à l'échelle des territoires, souvent trop petits pour s'autosuffire. La distance renchérit notablement les prix, notamment ceux des produits alimentaires importés. L'isolement de ces territoires est double, isolement par rapport aux métropoles, du fait de la distance, et isolement par rapport à l'environnement régional, en raison des liens avec la métropole. La plupart font figure de régions en retard par rapport aux standards de l'Union européenne. Le PIB moyen des RUP ne représente que 77% du PIB moyen de l'Union européenne. Cependant, ces territoires jouissent d'une richesse relative dans leur région grâce aux aides nationales ou européennes et prestations sociales. Les économies ultramarines sont de fait très fragiles. Ceci s'explique par l'absence de matières premières, le faible niveau de formation, l'étroitesse du marché intérieur, les coûts liés à la distance. Les taux de chômage sont souvent élevés. La dépendance envers les métropoles est forte. Les activités sont souvent dirigées depuis l'extérieur,
c'est le cas du Centre spatial guyanais, et sont en général peu compétitives face à la concurrence régionale. Quelle est alors l'action de l'Union européenne sur ces territoires si particuliers? Les enjeux existent. Ces territoires représentent le moyen pour l'UE de conserver une présence sur tous les océans du globe. Les ressources des zones économiques exclusives liées à ces territoires sont prometteuses, riches en biodiversité. L'objectif affiché est celui de la convergence. Les RUP vont ainsi recevoir 7,9 milliards d'euros de subventions européennes entre 2007 et 2013 qui vont permettre de financer des projets d'infrastructures, routes, voies ferrées, ports, aéroports, hôpitaux, universités. L'Union fournit également une aide Optom. Récapitulons. Malgré une grande diversité apparente, les 34 territoires ultramarins de l'Union européenne présentent de nombreuses caractéristiques communes. Ils rassemblent sur des superficies généralement peu étendues des populations souvent denses et encore jeunes. Leur pauvreté globale apparaît relative dans leur environnement régional. Mais leurs économies sont fragiles et fortement dépendantes en dépit des aides des métropoles et de l'Union européenne. La France dans la mondialisation, l'essentiel du cours. La France compte-t-elle encore dans le monde actuel? A-t-elle encore les moyens de ses ambitions? C'est une vraie question. Et d'abord, la France est-elle encore une grande puissance économique? Avec 65 millions d'habitants, moins d'1% de la population mondiale, la France a le 8e PIB du monde. La croissance de ce PIB est toutefois bien molle. Le pays est la 5e puissance commerciale mondiale, toujours compétitive dans les services, surtout grâce au tourisme. Cependant, il est structurellement déficitaire dans les échanges de biens et n'est plus que 5e destination mondiale des investissements directs à l'étranger, IDE. Dernier aspect de cette puissance, les grandes entreprises françaises comptent encore 39 représentantes parmi les 500 premières mondiales. Mais la plupart sont des firmes largement internationalisées dont l'essentiel des bénéfices est aujourd'hui réalisé hors de France. On voit que le bilan est bien nuancé. Le bilan est-il plus positif sur les plans politiques et militaires? Là encore, il semble que les ambitions soient plus vastes que les moyens. Héritage de son empire colonial, l'outre-mer français donne au pays des points d'appui partout dans le monde. Mais cet héritage est contesté par endroits, par exemple par les mouvements indépendantistes en Nouvelle-Calédonie. La France reste une puissance nucléaire, membre permanent du Conseil de sécurité, et garde une audience encore importante dans les institutions internationales, G8, FMI, OMC par exemple. Sa puissance militaire est réelle, avec une armée professionnelle équipée d'armements de pointe. Mais ses interventions militaires se font surtout dans ses ex-colonies d'Afrique ou via une participation à une coalition, en Afghanistan ou en Libye récemment. De fait, c'est sur le plan culturel que le soft power à la française conserve le plus d'atouts. Le rayonnement mondial de la France est encore incontestable sur le plan culturel en raison d'un héritage historique exceptionnel. Un héritage qui est d'abord celui de valeurs, celles inscrites dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. L'héritage colonial fait par ailleurs du français la langue officielle de 29 pays et de 175 millions de personnes. Notez cependant que la langue française n'est plus aujourd'hui que 9e et que son usage international diminue.
La France reste surtout la patrie d'un certain art de vivre qui fascine les élites du monde entier à travers la gastronomie, la mode, le luxe, les arts et la littérature. Ce soft power se manifeste bien à travers une activité où la France est numéro 1 mondial, le tourisme. La France est en effet le premier pays récepteur, presque 80 millions d'étrangers par an. Il est vrai qu'elle a des atouts considérables en la matière. Une situation de carrefour entre l'Europe du Nord et la Méditerranée, des équipements de très haut niveau, des paysages qui permettent tous les types de tourisme, balnéaire, montagnard, vert, et un patrimoine culturel unique au monde. Au premier rang pour toutes les activités, Paris représente une ville à part, une ville dite mondiale. Les villes mondiales sont celles qui jouent un rôle de commandement grâce à leurs infrastructures et leur capital humain. En tête, New York, Londres et Tokyo. Paris est en général classé en 4e position. Avec plus de 10 millions d'habitants, Paris est une ville de pouvoir, exécutif, législatif, judiciaire. Sa fonction de commandement s'illustre également dans la présence de sièges de grandes organisations internationales. Paris et sa région, l'Île-de-France, créent 29% du PIB français. Les emplois qualifiés y sont surreprésentés. S'y développent le tourisme, la mode, la finance, mais aussi des secteurs économiques porteurs comme le numérique, la santé et le design. Quelques idées clés à retenir. La France conserve donc des positions économiques et commerciales encore enviables. De son histoire, elle conserve un héritage politique et militaire impressionnant. Mais ses ambitions paraissent désormais en décalage par rapport à ses moyens. C'est surtout au plan culturel qu'elle conserve un soft power majeur, comme le montre sa première place touristique mondiale ou le rôle exceptionnel de Paris dont les fonctions centrales s'exercent tant à l'échelle nationale que planétaire. L'Union européenne dans la mondialisation. L'essentiel du cours. L'Union européenne est-elle toujours une puissance majeure ou est-elle sur le déclin? C'est une question qui se pose aujourd'hui. On peut d'abord se rassurer en constatant que l'Union européenne est encore la première puissance économique et commerciale du monde, avec 28% du PIB mondial, 20% de la production industrielle et l'agriculture la plus intensive du monde. L'UE est aussi une puissance ouverte et commerçante, avec 40% du commerce mondial de marchandises. Dans les services, elle assure 25% des échanges internationaux, avec des points forts dans le tourisme et les services financiers. Sa puissance se mesure aussi à l'activité de ses firmes transnationales. Un tiers des 500 premières mondiales sont européennes. Sur quoi repose cette puissance économique et commerciale? Avec un peu plus de 500 millions d'habitants à fort niveau de vie, l'Union européenne est l'un des 2 marchés de consommation majeurs de la planète, avec un excellent niveau de qualification de la main-d'œuvre, des réseaux de transport modernes et la garantie d'état de droit. Les dynamiques de l'intégration européenne participent à cette puissance. L'Union a impulsé la politique agricole commune, de grands projets industriels, Airbus, Ariane, l'unification monétaire de 2002 avec la création de l'euro. Mais la puissance de l'UE connaît des limites. Le vieillissement, très avancé, entraîne des problèmes de financement. La récente crise de la dette montre la limite d'un système social européen à bout de souffle. L'Union souffre de dépendance aux matières premières ou à l'énergie, d'un certain déclin dans la recherche-développement, d'une croissance économique molle. Face à l'Union européenne, la concurrence des pays émergents, où la main-d'œuvre est moins chère,
l'esprit d'entreprise plus vif, les normes moins contraignantes. Le Northern Range constitue la principale interface de l'Union européenne avec le reste du monde. Quels en sont les caractères et les atouts actuels? Qu'est-ce que le Northern Range? Du Havre à Hambourg, c'est une série de ports regroupant la gamme complète des activités océaniques qui réalisent 50% du trafic maritime européen. La réussite du Range tient à son rôle d'interface principale de l'Union européenne. L'Hinterland est constitué par l'axe rhénan, épine dorsale de la construction européenne. Les ports du Range sont ainsi devenus de gigantesques plateformes multimodales. De très importantes zones industriello-portuaires s'y sont constituées, avec des activités de raffinage, de chimie, de sidérurgie sur l'eau. Notons cependant que le trafic transatlantique est en baisse et que la maîtrise de la manutention portuaire est devenue le fait de grandes compagnies transnationales, souvent asiatiques. De l'autre côté de l'Europe, quelle relation l'Union européenne entretient-elle avec les espaces sud-méditerranéens? Entre les rives nord et sud de la Méditerranée existent d'importants différentiels. Des différentiels démographiques, les pays de la rive nord vieillissent. Au sud, la croissance se situe encore autour de 2% par an. Et des différentiels économiques également. Les pays du nord sont nettement plus riches. En raison de ces différentiels, la Méditerranée fonctionne comme une interface, avec des migrations de travail des pays pauvres du sud vers les pays riches de l'Union, qui se doublent de mouvements touristiques dans le sens nord-sud. Avec des échanges de marchandises de type centre-périphérie, produits agroalimentaires et manufacturés du nord vers le sud, hydrocarbures et matières premières du sud vers le nord. Mais la Méditerranée est aussi une frontière fermée entre l'espace Schengen et les pays de la région, zone de départ et de transit pour les immigrants illégaux. Les contentieux historiques, culturels, religieux ne manquent pas. Passé colonial, franco-algérien, terrorisme islamiste. Des efforts sont cependant faits pour promouvoir l'intégration de la zone méditerranéenne, dans le cadre de la politique de voisinage de l'Union européenne. Depuis 1995, le processus de Barcelone a mis en place un partenariat euro-méditerranéen. L'Union pour la Méditerranée semble, elle, au point mort. Mais les révolutions démocratiques du printemps arabe pourraient changer la donne. Concluons. L'Union européenne conserve des positions économiques et commerciales très fortes dans le monde, quoique en déclin régulier. Le Northern Range est à l'image de cette dynamique et de ce déclin relatif. Avec la rive sud de la Méditerranée, le différentiel économique est tel que l'Union européenne entretient toujours avec cette zone des relations de type centre-périphérie.